tous et bienvenue à cette webconférence consacrée au lien entre la santé mentale, les neurotransmetteurs et le système digestif. Ces questions sont très importantes puisque les désordres neurochimiques peuvent faire achoper n'importe quelle thérapie et c'est ce que nous allons voir au cours de cette webconférence. À titre d'exemple, les déséquilibres peuvent maintenir mécaniquement, d'une certaine façon, le patient dans un état dépressif ou dans un état d'hyperactivation sympathique, par exemple, l'un et l'autre altérant gravement, d'une part, son état émotionnel et aussi ses capacités cognitives et donc sa capacité à suivre une psychothérapie avec profit. La prise en charge de ces désordres n'est pas bien sûr de la responsabilité du psychologue ou du psychothérapeute. Néanmoins, pour maximiser l'efficacité de nos interventions, eh bien, nous avons grandement intérêt à apprendre à déceler les indices de ce type de déséquilibre et à adresser notre patient à un professionnel de santé qui, lui, prendra en charge l'évaluation et éventuellement le traitement du trouble identifié. Notre programme, très succinctement, eh bien, nous allons commencer avec Céline Deban, que je vais vous présenter, par traiter de la question de la santé mentale et de la façon dont elle peut être affectée par des déséquilibres en termes de neurotransmetteurs. Nous verrons ensuite l'impact du stress, plus particulièrement sur la santé mentale, les analyses biologiques qui peuvent être pratiquées, quel accompagnement nous pouvons envisager, avec quels effets bien sûr. Et puis la dernière partie de cette conférence sera consacrée à la connexion entre le cerveau et le système digestif. Et là, on verra comment, par exemple, un déséquilibre du microbiote intestinal eh bien, peut influencer notre humeur. Céline Deban, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes une micronutritionniste un peu atypique. Alors, je vais peut-être vous tutoyer parce que ça me sera plus naturel, si vous voulez bien. Tu es donc une micronutritionniste un peu atypique avec un parcours scientifique à la fois en biochimie, en biologie, et puis aussi de nombreuses années d'exercice au sein de l'industrie pharmaceutique. Et tu fais partie de ces professionnels, justement, qui servent de lien, finalement, entre le monde de la psychothérapie et celui de la médecine. Pour compléter ton profil, eh bien, tu appuies certains thérapeutes, notamment des psychothérapeutes, des psychologues, dans la prise en charge pluridisciplinaire de troubles divers, tels que des états dépressifs, des psychotraumatismes ou des états de burn-out. Par ailleurs, tu interviens aussi en entreprise et à l'occasion, tu enseignes également. Est-ce que cette présentation te convient ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parfait. On peut pas mieux dire. Très bien. Très bien. Merci. Eh Donc, bien, la parole est à toi. bah oui, je vous remercie tous d'être présents ce soir et puis je remercie Philippe de me donner l'occasion de partager mes connaissances dans ce domaine et j'espère que vous apprendrez plein de choses intéressantes. Donc voilà, effectivement, on va parler de la santé mentale, de l'intestin et du cerveau. Et tout d'abord, voir quel est le rôle de nos neurotransmetteurs sur cette santé mentale. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est un neurotransmetteur ou neuromédiateur. Donc ce sont des petites molécules chimiques qui vont influencer nos neurones, qui vont être soit excitateurs, soit inhibiteurs. Chacun a son rôle, il est bien spécifique. Et évidemment, ils sont indispensables à un bon fonctionnement du système nerveux central et psycho-émotionnel. Lorsqu'ils sont perturbés, on va noter des pathologies du type dépression, stress chronique, des addictions, des TDAH, bien sûr les burn-out et épuisements et des maladies neurodégénératives et bien d'autres. Alors ces neurotransmetteurs, il y en existe des centaines, hein. Là aujourd'hui, je vous parle des principaux, c'est-à-dire les catécholamines avec dopamine, noradrénaline et adrénaline, la sérotonine et la mélatonine qui sont les indolamines, le GABA
du glutamate et de l'acétylcholine. Pour commencer, les neurotransmetteurs excitateurs sont la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline et le glutamate. Et les neurotransmetteurs inhibiteurs sont le GABA et la sérotonine. On va voir pour chacun d'entre eux quels sont leurs rôles. Donc la dopamine, on dit que c'est le starter. Va être l'initiation de l'action d'une journée. Ça va vous donner la motivation, envie de vous projeter. Ça rentre dans le circuit de la récompense et du plaisir. On va explorer, on va faire des recherches. Ça joue également sur la coordination des mouvements, la concentration, la mémoire, la vigilance, et ça donne un sommeil réparateur. Les déficits importants en dopamine, ils sont assez faciles à repérer, et ce sont les personnes qui vont se lever le matin et vous dire qu'ils sont déjà fatigués. On va sentir un manque d'entrain, un manque d'initiation, une baisse de motivation. C'est peut être des personnes un peu recluses qui sont un peu effacées, qui rentrent entre guillemets dans leur grotte. Donc on peut noter des tristesses, dépression, un désintérêt, des troubles de la concentration, de la mémorisation, bien sûr du sommeil. Et n'oubliez pas la maladie de Parkinson qui est en lien avec cette sécrétion en dopamine. Pour les excès, je passe rapidement. C'est moins, on va dire, moins fréquent. Là, on note des hyperactivités, des comportements dispersés, manque de cohésion, de l'anxiété, des impulsivités, des addictions et des hallucinations avec plus ou moins de la schizophrénie. Concernant la noradrénaline, lui, ça va être l'accélérateur, celui qui va amplifier l'action pour pérenniser des actions d'entreprise, la vigilance, l'attention, une bonne estime de soi également, c'est important, les capacités d'apprentissage, le système de récompense, sociabilité, ça a une action également sur le sommeil et sur les rêves. Les gens qui vont avoir des difficultés, des déficits en noradrénaline vont avoir des difficultés à mener des projets à terme, des sentiments d'éparpillement, des difficultés de concentration, une indifférence affective avec un certain repli sur soi, un isolement social et des dépressions, l'anédonie, bien sûr, des sentiments d'insécurité, des souffrances morales réelles ou réactionnelles, voire des épuisements, des mauvaises gestions du stress, d'autant plus quand il y a une hyperactivité adrénergique associée. L'excès, c'est plus difficile à identifier, mais ça peut arriver. C'est des hyperactivités psychomotrices, anxiété réactionnelle, des dépendances accrues à autrui et des recherches d'approbation. On arrive à l'adrénaline. Bon, celle-ci, on la connaît relativement bien puisque on peut avoir des petites poussées d'adrénaline quand on se fait des frayeurs. Donc, c'est le stresseur, c'est face au danger. Donc, ça va nous préparer à la fuite, au combat. Et là, notre système nerveux orthosympathique va être très présent, va faire que notre pouls va augmenter, on va avoir une augmentation de notre tension artérielle, une dilatation des bronches, une force musculaire, une thermogénèse. Tout ça, c'est en lien avec notre système sympathique et orthosympathique. Donc, glycolyse, glycogénèse, bon, ça, on le passe, et lipolyse. Les déficits en adrénaline, on va avoir des difficultés à soutenir des efforts et l'attention, des difficultés d'apprentissage, des épuisements et des fatigues chroniques, et on peut aller jusqu'au burn-out. Lorsqu'il est en excès, c'est des hyperactivités psychomotrices avec des agitations, des anxiétés réactionnelles, des troubles psychosomatiques avec des hypertensions artérielles, des tachycardies, des attaques de panique, des agoraphobies et des troubles de sommeil. Il nous reste la sérotonine à voir. Donc cette sérotonine, pardon, c'est le frein. Elle va inhiber l'action. C'est l'hormone du bonheur, de la bonne humeur, de la mémoire. Elle va réguler notre comportement. Elle va réguler également nos pulsions, particulièrement sucrées, contrôler notre douleur, notre veille et sommeil, puisque la sérotonine induit la production de mélatonine, et puis il va avoir une fonction respiratoire, vasculaire, intestinale et immunitaire. Lorsqu'elle est en déficit, ce qu'on remarque assez facilement, c'est l'irritabilité en fin de journée.
On peut noter également des envies sucrées en fin de journée, donc on peut faire un lien. Des troubles de l'humeur jusqu'à de la colère, voire de l'agressivité, de l'impatience, et puis une difficulté à gérer la frustration, des troubles cognitifs, des conduites addictives, une tristesse, voire dépression, et des troubles de l'endormissement, comme on l'a vu avec le lien avec la mélatonine. Il peut arriver des syndromes hypersérotoninergiques pour différentes raisons, parfois médicamenteuses. Et là, on voit des anxiétés réactionnelles, des comportements de surcontrôle, des freins à l'action, des pertes d'initiative par peur de l'échec et une fatigue. Alors, comment est-ce que sont synthétisés ces neurotransmetteurs? Ben, tout simplement par l'apport de protéines. Et ces protéines vont être apportées que par l'alimentation. Donc, va être important d'avoir une alimentation équilibrée et riche en protéines, particulièrement au petit déjeuner. Évidemment, au déjeuner aussi. Le soir, c'est moins gênant. On peut manger végétarien. Ça aura beaucoup moins d'impact sur notre journée et la sécrétion de nos neurotransmetteurs. Donc, le petit déjeuner protéiné va permettre la synthèse de nos neurotransmetteurs via la tyrosine. La tyrosine est un acide aminé qui va permettre la synthèse de noradrénaline et d'adrénaline, ainsi que de dopamine. Mais cela pourra se faire qu'à condition que les cofacteurs que vous voyez là dans le cercle bleu soient présents. C'est-à-dire que si les vitamines et minéraux sont pas présents, donc on peut les identifier par des bilans biologiques, il y aura des difficultés à la synthèse de ces neurotransmetteurs. Le tryptophane va être le précurseur, l'acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Là aussi, les cofacteurs sont juste indispensables. En bas à gauche, vous voyez que notre cerveau, donc notre deuxième cerveau, l'intestin, devra être en bon état, entre guillemets, et il faudra un apport en oméga 3 suffisant pour jouer sur la fluidité membranaire au niveau cérébral afin que ces neurotransmetteurs puissent faire une bonne connexion au niveau neuronal. Rapidement, je vous parle du GABA, qui est un neurotransmetteur qui gère tout ce qui est anxiété, stress, nervosité et agitation. Son cofacteur principal, c'est le magnésium avec la vitamine B6 et c'est la glutamine qui induira sa synthèse. Donc Quand, Céline, si oui, tu peux revenir sur la slide de secondes, finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue a tout intérêt ou ne peut pas complètement se désintéresser de l'alimentation de son patient. clairement, oui. Est-ce qu'une mauvaise alimentation peut induire un état dépressif ou au contraire un état de nervosité, d'hyperactivation sympathique? Tout à fait. Tout Oui. à fait. Et pour plusieurs raisons. Déjà parce que par carence en protéines, on va dire que les jeunes mangent relativement assez facilement des protéines. Les sujets âgés vont être un petit peu plus distants face aux protéines. En vieillissant, Hmm. ils aiment moins. Donc il faut être attentif à ça. Après, nos jeunes ont des alimentations très ultra transformées avec des valeurs nutritives très faibles. Donc les cofacteurs sont souvent manquants. Donc, ça sera Hmm. peut-être pas forcément les protéines qui vont poser problème, mais par contre, toutes les vitamines et minéraux nécessaires à leur synthèse. Donc, là aussi, je pense que dans votre anamnèse, il peut être intéressant de poser la question de est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Quels sont vos repas? Hmm. Sont-ils composés? Parfois aussi, on a des gens qui ont des métiers dits postés, pardon. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler de nuit, de jour, ils peuvent être désynchronisés. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire que ces neurotransmetteurs euh, Hmm. sont bloqués à la fois par Hmm. l'alimentation et la valeur nutritive de nos aliments. Ce qui signifie peut-être que dans la phase d'évaluation des troubles que présente notre patient et plus largement de son profil, il pourrait être intéressant d'intégrer aussi une forme d'évaluation Tout à fait. sur le plan de la nutrition. Autrement dit, il pourrait être intéressant pour un psychothérapeute de travailler sans doute en binôme plus ou moins avec
un nutritionniste finalement, Oui, puisque son alimentation va de fait avoir un impact sur sa santé mentale. oui, clairement. Oui, tout à fait. Mhm. Ça peut être une bonne synergie d'action pour la prise en charge du patient. Une partie métabolique et puis une partie psychologique qui est la vôtre, que D'accord. nous, beaucoup, nous maîtrisons pas, quoi, et qui est très importante. Alors, les causes de carence de ces catécholamines, qu'on appelle aussi dopamine et noradrénaline, comme on vient de le voir, l'alimentation est importante. Vous pouvez être face à des gens qui font des choix d'alimentation de type végétarien, végétalien, et du coup, on va noter des carences en protéines, là, pour le coup, et peut-être des valeurs nutritives aussi. Donc, il faut être vigilant sur les choix alimentaires de chacun. Et bien sûr, nos cofacteurs. Il faut savoir aussi que ces cofacteurs et ces vitamines et minéraux peuvent être aussi carencés liés à des traitements. Il y a à des troubles digestifs, à certaines pathologies. Donc, il y a plein de raisons pour que ces cofacteurs soient pas présents. Et puis, n'oubliez pas que pour les catécholamines, un stress prolongé, physique ou psychique, va entraîner un déséquilibre de leur sécrétion. Les indolamines, ça va être surtout la carence en tryptophane liée à l'alimentation et puis les cofacteurs. Si tout se passe bien, ces neurotransmetteurs vont être sécrétés à différents moments de la journée. Donc on note tôt le matin, on va dire à 7 heures, entre 7 et 9 heures, la sécrétion maximale de dopamine et d'adrénaline qui va donc nous booster pour le début de la journée. La mélatonine, elle disparaît, normal, on est en fin de nuit, donc elle disparaît. Et c'est vers 17 heures où la sérotonine va faire son apparition et induire la sécrétion de mélatonine dans la foulée. Et ainsi de suite, on va refaire le tour du cycle. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer physiologiquement, si tout va bien. Quel est l'impact du stress sur la santé mentale et sur nos neurotransmetteurs? Voilà, donc ça, c'est les quatre phases, probablement pour certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Donc la phase d'alarme, c'est le stress ponctuel. C'est un animal qui traverse devant votre voiture, vous allez donner un coup de frein, enfin, vous allez avoir une poussée d'adrénaline, votre orthosympathique va s'élever à vitesse grand V, tout va rentrer dans l'ordre, ça, c'est physiologique, c'est pas gênant. Par contre, dès qu'on commence à rentrer dans le stress chronique, qui peut durer des années et des années, la charge mentale, la sérotonine va tenter de compenser. Il va y avoir une phase de résistance. Donc, on peut, via les dosages, voir une sérotonine très élevée et un taux de magnésium qui s'abaisse de plus en plus. Par contre, si ce stress chronique rentre dans une phase d'épuisement psychique, là, on va noter la diminution sérieuse de cette sérotonine et le cortisol qui va faire son apparition. Le cortisol est l'hormone du stress sécrétée par des petites glandes au-dessus des reins qu'on appelle les corticosurrénales. Et c'est une hormone très intéressante à doser parce que ça nous permet de savoir si la personne se trouve dans une phase d'épuisement psychique, donc dans le burn-in ou dans le burn-out où là, c'est psychique et physique. Justement, les analyses biologiques qu'on peut pratiquer, il y en a plusieurs. Il y a celle des neurotransmetteurs qui nous permettent de détecter les burn-out. C'est une analyse sur les urines. Donc, dans la partie bleue de gauche, vous avez les dosages de dopamine. En rose au milieu, c'est la noradrénaline et leur métabolite, hein. C'est pour ça que vous avez trois plots. Et à droite, la sérotonine et son métabolite de sécrétion, le 5-HI1. Et comme on a vu, lorsqu'on est en burn-out, tous les neurotransmetteurs chutent. On note aussi une chute du cortisol. Ici, c'est le cas d'une personne que j'ai eue en consultation où j'ai fait un dosage du quart. Donc, c'est un dosage salivaire au réveil et 30 minutes après. C'est très facile à effectuer et ça nous permet de voir déjà le taux, dans quelle phase elle se situe. Et là, on est vraiment, si vous regardez, son ratio de cortisol salivaire au réveil plus 30 minutes est à 246%. C'est-à-dire qu'au-delà de 100%, cette personne se trouve dans une situation de stress chronique et ou durable probable. Donc, il faut absolument arriver à lui donner toutes les techniques
et l'alimentation, évidemment, et tous les cofacteurs enfin, que moi, je peux mettre en place. Mais il faut aussi un accompagnement psychologique et donner des techniques pour gérer cet excès de cortisol avant qu'elle verse vers un burn-out. Et puis, du coup, ça va être beaucoup plus long à remonter. Donc, c'est intéressant de les dépister précocement. Donc Après, là, si je comprends bien, Céline, oui, tu fais réaliser des bilans neurotransmetteurs, on peut et, appeler ça comme ça, un bilan neurotransmetteur. des neurotransmetteurs Euh, et cortisol, oui. ouais. Je me souviens d'une formation, d'un enseignement dans lequel justement je m'étonnais du fait que ces évaluations finalement ne soient pas plus systématiques. Parce que quand on prescrit des psychotropes ou même des suppléments alimentaires, il est sans doute bon de savoir où on en est, de faire d'abord un état des lieux, un point. Et je me suis entendu répondre que oui, mais en fait, un bilan neurotransmetteur, ça n'a pas vraiment d'application sur un plan clinique, dans la mesure où les taux sont beaucoup trop fluctuants. Alors, tu parles que des neurotransmetteurs ou du cortisol? Parce que Des neurotransmetteurs. Le, d'accord, parce le- que le le cortisol, principe du c'est redondant. bilan Voilà, neurotransmetteur, faire ses dosages, sérotonine, ouais. dopamine, cytocine, etc. Cytocine, Alors, c'est on presque va le faire impossible, dans des mais cas. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces neurotransmetteurs, comme on l'a vu, peuvent être synthétisés par le tube digestif. Et là, on va rechercher les métabolites urinaires. Donc, particulièrement sur la sérotonine, on ne sait pas exactement si c'est la sérotonine digestive ou, ou neuronale qui va être récupérée. d'accord. Il n'est pas vrai sur la noradrénaline et adrénaline, mais la sérotonine, on sait que 80% de la sérotonine est sécrétée par le tube digestif. Mais avec la clinique, on peut faire le lien, avec le cortisol, on peut faire des liens. Donc parfois, ça peut être quand même intéressant. Et ça peut être aussi intéressant, lorsqu'on voit une sérotonine basse et un sac HTP élevé, de se dire, tiens, il y a peut-être une dysbiose qui fait Hmm. qu'il y a une hyperproduction de sérotonine. Donc après, là, il faut un œil averti pour le faire. Ouais, ouais, d'accord. Par contre, ce sont des Mais analyses non remboursées, ça je tiens à le dire, donc, et ça a oui, un coût. c'est onéreux. Hmm. Voilà, pour les neurotransmetteurs. Le cortisol urinaire sur 24 heures est remboursé. Donc, on peut le faire. Le CAR, comme on a vu, salivaire n'est pas remboursé, mais par contre est reconnu sur le plan médical pour son intérêt. Hmm. Euh, le cortisol urinaire peut être un bon indicateur sur les 24 heures. Par contre, on n'a pas l'indication précise comme on peut l'avoir là sous vos yeux, en 5 temps, comment ça se passe. Mais D'accord. voilà, si les gens sont un peu justes sur le plan financier, voilà, on peut Hmm. ça coupler à la clinique, à pas mal Donc, de... ça veut dire, Céline, qu'avec l'ensemble des analyses adaptées, peut-être pas strictement uniquement les neurotransmetteurs, mais ça veut dire qu'avec des analyses biologiques, en tous les cas, on arrive à euh, savoir si une personne est ou non dans un état de burn-out, par exemple. On peut, oui, tout à fait. Oh, Déjà, il y a pas mal de questionnaires, hein, l'HAD que vous oui, devez déjà connaître, hein, il y a des questionnaires. On peut aller chercher toutes les carences des neurotransmetteurs qui permettent la synthèse des neurotransmetteurs qui, là, sont dans des bilans biologiques classiques. oui, Pour la plupart, allez, ils sont quasiment tous pris en charge. Donc, ça, on peut déjà s'assurer de ça, de faire un réglage alimentaire et on a de hmm, vraies bonnes réponses face à tout ça, quoi. oui. Vraiment. C'est Alors, des c'est très intéressant parce que le psychologue, lui, de son côté, avec ses outils habituels, avec son anamnèse, avec des questionnaires divers et variés, va la plupart du temps être capable de repérer, par exemple, le profil d'un patient qui va vers le burn-out. Oui, Il y a notamment des schémas cognitifs, c'est-à-dire des groupes de croyances limitantes hein, qu'on va retrouver presque systématiquement chez quelqu'un qui va vers un burn-out. Par exemple, un schéma d'abnégation, d'imperfection et de honte, un schéma d'objectifs euh, euh, exagérés, si on veut, hein,
d'exigence exagérée, bref, un profil qui va inviter cette personne à surinvestir son activité professionnelle et éventuellement jusqu'à l'épuisement. Donc, si j'ai ça entre les mains, plus un bilan neurotransmetteur, là, j'ai de bonnes chances de bien cerner ce qui est en train de se passer chez ce patient et Voilà, peut-être, avec l'aide du nutritionniste, par exemple, de prévenir ce burn-out. exactement. C'est tout l'intérêt, c'est de l'accompagner au plus juste possible et effectivement de pouvoir surveiller et de recontrôler. Oui, c'est un accompagnement optimal, oui, c'est clair. Hmm. On tape un peu moins dans le vide, un peu pas à l'aveuglette. Et une autre chose importante, c'est que les personnes sont parfois dans le déni. Et le fait de voir des chiffres et de voir que biologiquement, on peut montrer que Hmm. ils sont réellement dans un état, ils peuvent prendre conscience et du coup être un petit peu plus acteurs dans la reconstruction et vous aider. Ouais, ça va augmenter leur motivation. Oui. Exactement. Pour certains d'entre Mhm. eux, ça peut être Oui. utile. Le stress, je tiens, dans une des précédentes slides, vous avez pu voir que le magnésium était un des premiers éléments qui fuyait dans les urines et qui chute très très vite dès que le stress apparaît. Et en fait, on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux qu'il faut qu'on arrive à casser. Parce que le stress va augmenter la sécrétion d'adrénaline et en cortisol, ce qui va augmenter la sortie du magnésium des cellules et augmenter la contraction musculaire. D'ailleurs, ça fait partie d'un des symptômes qu'on peut repérer assez facilement. C'est des gens qui vont vous dire j'ai des crampes nocturnes ou j'ai les paupières qui sautent ou des tressautements musculaires. Donc ça, c'est bien une carence en magnésium. Donc ce magnésium va fuir dans les urines et du coup va réengendrer un stress et ainsi de suite. Donc le moyen de casser ce cercle vicieux, c'est bien sûr d'apporter du magnésium à ces personnes. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, 75% de la population présente des carences en magnésium qui peuvent être liées évidemment au stress comme on vient de le voir, mais pas seulement. Il y a des médicaments, ceux qui font des multiples régimes, ce qu'on appelle les régimes yo-yo, les agricultures intensives qui appauvrissent nos sols et vont aussi conduire à des carences en magnésium. Et puis des rythmes de vie soutenus, et voilà, il y a plein d'autres encore raisons pour que ce magnésium fuit. Ce minéral est juste essentiel pour un bon fonctionnement de notre organisme. Il va agir dans plus de 300 réactions biologiques. Et l'Organisation mondiale de la santé, qu'on dit OMS, recommande 6 mg par kilo et par jour de magnésium couplé à deux cofacteurs indispensables qui sont la B6, vitamine B6, qui elle a un rôle dans l'entrée du magnésium dans la cellule, et la taurine à petite dose, hein, pas forte dose, à 150 mg à peu près, va aider le maintien du magnésium dans cette cellule. Je tiens à préciser, c'est pas le sujet de ce soir, mais les magnésiums, tous les magnésiums ne se valent pas. Il faut être attentif aux sels de magnésium. Certains peuvent avoir des effets secondaires assez délétères ou être très mal absorbés. Donc il y a certains magnésiums qui sont à privilégier plutôt que d'autres. On en arrive justement maintenant à la connexion entre notre cerveau et notre système digestif. Et là, je vous montre le lien par rapport à nos neurotransmetteurs. Vous voyez que la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine sont produites en partie par notre intestin. Et il est donc essentiel d'avoir un système digestif en bon état, entre guillemets. Notre système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, vont être impactés. Il faut savoir qu'on a au niveau cérébral 100 milliards de neurones et qu'au niveau digestif, on a 500 millions de neurones. Donc il y a une réelle connexion entre notre intestin et cerveau, comme le décrit ici cette étude qui dit qu'il y a plus de 20 neurotransmetteurs qui sont identiques au niveau de l'intestin et au niveau cérébral, et que si nous avons une inflammation au niveau intestinal, on va forcément avoir une perturbation de notre flore, donc de notre microbiote, qui va entraîner une hyperperméabilité intestinale, une activation de notre système immunitaire avec une transmission des informations au cerveau, ça va remonter,
Et il va y avoir une modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique avec fatigue et désintérêt. Ça, c'est les études qui nous l'ont montré. Il est donc très important de soigner son système digestif lorsqu'on veut aussi soigner son système cérébral. Ici, on voit que le stress entraîne une dysrégulation entre le cerveau et l'intestin avec une altération de la motilité intestinale. Et ici à gauche, on voit l'altération du métabolisme de la sérotonine et une altération de la plasticité neuronale. Je vous passe le reste, c'est deux sujets qui vous intéressent. Donc, c'est bel et bien prouvé que le stress a un impact direct sur la plasticité neuronale. Là, je viens vous parler du système nerveux sympathique. Sur le schéma, vous avez à gauche le parasympathique, à droite le sympathique. Lorsqu'on a un intestin, un stress sur l'intestin, on va avoir une ouverture, comme vous le voyez en bas du schéma, des jonctions serrées, c'est-à-dire les entérocytes vont laisser un passage qui va laisser passer des cytokines pro-inflammatoires et activer notre système sympathique. Et on va pouvoir voir des activations, favoriser l'action ou la lutte, des mydriases, donc dilatation de la pupille, des tachycardies, hypertension, des bronchodilatations, des diminutions de sécrétion digestive. Ça, on le voit en nutrition assez facilement. C'est les gens qui digèrent très mal leurs protéines, qui vont avoir des dysbioses de putréfaction, des constipations, par exemple. Donc, ça, c'est entièrement lié à ce sympathique. Une diminution également de la motricité digestive et puis un impact sur l'adrénaline et la noradrénaline. Voilà à quoi ressemble une dysbiose. Donc, vous avez ce petit ciment entre deux cellules qu'on appelle entérocytes qui va sauter, entre guillemets, sous l'effet de l'inflammation et laisser passer des fragments alimentaires et bactériens, augmenter une inflammation. Il va y avoir une mauvaise absorption et des carences associées. Les carences, ici, vous pouvez les voir parce que notre tube digestif, ça va de l'œsophage jusqu'à l'anus et que vous voyez à gauche les principales bactéries qui sont présentes en fonction de l'organe concerné. Et à chaque étape, il va y avoir digestion de différents aliments et on peut comprendre qu'il y ait des carences, par exemple en B12, si je tombe sur le côlon, il va y avoir absorption des acides biliaires et de la vitamine B12. Une vitamine B12, on sait que sur le plan neurologique, c'est très important. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais sur la méthylation. Donc voilà, il faut bichonner notre système digestif si on veut bichonner aussi notre système neuronal. Ici, je vous parle de l'axe cerveau-intestin qui marche dans les deux sens. À droite, vous avez la capacité du cerveau à influencer votre microbiote. Et à gauche, vous avez l'inverse, votre microbiote qui peut influencer votre cerveau. C'est-à-dire que dans les deux sens, on peut avoir des dysfonctionnements. Ici, il a été démontré que les neurotransmetteurs peuvent être produits par nos petites bactéries du système digestif. Le GABA, ça sera le lactobacillus et les bifidobactéries, par exemple. La noradrénaline, c'est les Escherichia. Bacillus, c'est les Saccharomyces. Pour la sérotonine, c'est le candida. Alors, c'est une levure, hein, c'est pas une bactérie pour le coup. Les streptocoques, Escherichia et Enterococcus. La dopamine, c'est le bacillus et les serratia. Et les lactobacillus pour l'acétylcholine. Donc ça a été identifié. Du coup, aujourd'hui, nous avons à notre disposition des psychobiotiques qui peuvent être intéressants. D'où je pratique aussi également parfois des recherches de microbiote qui me permet d'optimiser et de pouvoir donner des probiotiques adaptés à la carence de la personne et donc de donner des psychobiotiques plus adaptés en fonction du contexte. Sachant que là encore, c'est une analyse qui n'est pas prise en charge. Donc, c'est pas possible pour tout le monde. Alors, les causes et les conséquences de ces hyperperméabilités intestinales, elles peuvent être de différents types. Il y a déjà des prédispositions génétiques, certains médicaments, la pollution et les toxiques. C'est important aussi de questionner votre patient sur son environnement.
Bien sûr, l'alimentation, on l'a vu précédemment, et l'excès de protéines ou les édulcorants, le stress, bien entendu. Et ces hyperperméabilités intestinales vont engendrer de nombreuses perturbations avec des troubles du transit. Ça aussi, c'est des questions que vous pouvez éventuellement poser, ou alors ils vont peut-être vous l'évoquer sans vous poser la question en disant à chaque fois que j'ai un stress, j'ai des diarrhées. Bah, ça peut être un élément évocateur. Des mauvaises absorptions de nutriments, des douleurs, ils peuvent aussi, ça, vous l'évoquer. J'ai mal au ventre tout le temps, chaque fois que je vais au travail, j'ai mal au ventre, ou voilà, c'est des choses à noter en tous les cas. L'inflammation et des intolérances alimentaires, là aussi, c'est assez facile à identifier. Il y a des gens qui font énormément d'évictions alimentaires parce qu'ils ne les supportent plus, ce qui est contre-productif parce que ça peut engendrer des carences aussi en certaines vitamines et minéraux. À ne pas oublier, en pédopsychiatrie, il est important aussi de questionner, de savoir quel a été leur mode de naissance. Est-ce qu'ils sont accouchés par césarienne ou par voie basse? Quelle pratique alimentaire? Est-ce que enfants, ils ont eu beaucoup d'antibiotiques dans leurs 3 premières années de vie, puisqu'on sait que le microbiote se constitue les 3 premières années de vie, enfin les 2 à 3 premières années. Un stress maternel peut aussi engendrer, pendant la grossesse, engendrer des dysfonctionnements. L'âge gestationnel, la génétique, on l'a vu précédemment, et bien sûr les infections pré- et ou post-natales peuvent créer un déséquilibre du microbiote du bébé. Là, je vais être très rapide. Je vais juste vous montrer en haut à droite l'impact du leaky gut ou de l'hyperperméabilité intestinale sur le plan neurologique. On va noter des troubles de l'appétit, des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, des scléroses en plaques aussi, c'est important, les maladies neurodégénératives, des anxiétés, des dépressions, l'autisme, le stress et addiction. Alors, qu'est-ce que nous dit l'actualité? On a de plus en plus d'études et de tirés à part, enfin de publications sur l'axe intestin-cerveau. Celle-ci date de 2018. Et là, on nous dit que des récentes découvertes ont fait un lien ultra rapide entre l'intestin et le cerveau. Les messages passent extrêmement vite. Donc ça, c'est déjà une notion importante, c'est que le circuit est instantané. Ici, c'est une autre étude plus récente qui date du mois de mai. C'est le directeur de recherche du CNRS qui nous dit que nous avons montré que le découplage de l'intestin et du cerveau par la vagotomie suffit à protéger le sujet d'un état dépressif que produit la dysbiose intestinale. Donc encore une autre étude qui parle du lien entre l'intestin et le cerveau. Et puis ça, je vous en ai vaguement évoqué, l'intérêt des probiotiques, qui constitue une piste sérieuse. Je vous ai parlé de psychobiotiques. La prise quotidienne de probiotiques pendant 8 semaines a entraîné des améliorations plus importantes des symptômes de dépression et d'anxiété par rapport au placebo. Donc on voit que il y a une piste non négligeable sur la, la- la prise de probiotiques ciblée, hein, on est d'accord. Et ici, je vous ai mis un lien que vous pouvez utiliser pour lire cette revue de santé mentale. C'est une revue éditée par l'INSERM. Et voilà, vous pouvez, si vous vous intéressez plus particulièrement à ce lien-là, vous pourrez trouver d'autres informations plus scientifiques. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation, Philippe. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que on pourra aider de plus en plus les gens dans l'accompagnement neuropsychique. Une question, Céline, ou une remarque, une question à la fois. Donc, la dysbiose Oui, liée à certaines pathologies, on en a de plus en plus de preuves. Alors, à défaut de parler de relation cause à effet, en tous les cas, il y a des corrélations statistiquement significatives entre un déséquilibre du microbiote intestinal, certaines pathologies, dont, semble-t-il, quelques pathologies mentales et la dépression en particulier. On oui. peut aussi penser, alors c'est une supputation, il n'y a pas de preuve à ma connaissance à ce jour,
de ce phénomène, mais on peut raisonnablement penser que le psychotraumatisme, produisant des déséquilibres du système nerveux autonome, produit aussi probablement assez souvent des dysbioses et que eh bien, ces déséquilibres physiologiques peuvent déboucher sur des pathologies mentales ou éventuellement les entretenir. Donc le psychothérapeute n'aurait-il pas intérêt aussi, dans certains cas, à recommander à son patient d'aller voir un professionnel de santé pour mener un bilan du microbiote intestinal. Parce que dans le cas contraire, finalement, ces mécanismes peuvent constituer des espèces de verrous qui vont faire achoper de façon durable toute forme de psychothérapie, ce que je Oui, ça peut m'apprends. être intéressant. Alors, par rapport à aux biologies, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la clinique et les symptômes vont prioriser sur la biologie. Ça va être important. Et d'où votre rôle, quoi, parce que c'est vous qui allez récupérer tout ça. Et après, on fait un lien, bien sûr, avec tout ça. Et effectivement, dans certains cas, c'est peut être intéressant, voire même précieux, de pousser un peu plus loin pour accompagner les personnes. Mais voilà, il y a certaines choses qui sont prises en charge, d'autres pas. Tout le monde n'a pas le budget. Donc voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations pour être le plus précis possible dans notre prise en charge. Ça, c'est vrai. Lorsque les déséquilibres du microbiote intestinal sont acquis très tôt dans la vie, Oui. notamment après des traumas très, très précoces. Est-ce que dans tous les cas, avec une alimentation adaptée, le microbiote intestinal va de lui-même revenir à l'équilibre avec une alimentation adaptée ou un environnement qui, cette fois, est propice au développement de l'individu, alors qu'avant, il avait affaire peut-être, par exemple, à de la maltraitance ou à des carences de soins physiques et affectif. Donc, est-ce que dans tous les cas, le microbiote va revenir à l'équilibre ou est-ce que parfois il faudra impérativement un apport, par exemple, en supplément, supplémentation alimentaire ou pas? Alors, Est-ce que c'est une question qui est difficile parce que on n'est pas tous égaux et on peut pas faire une règle de façon générale et il faut Hmm, s'adapter. Ce que je note dans ma pratique, du moins surtout quand c'était précoce comme ça, notre microbiote, c'est un peu comme nos empreintes sur les mains, hein. Elles nous appartiennent, elles sont pas identiques chez chacun. On peut remettre à l'équilibre si le mental est aussi à l'équilibre, mais ce sera des gens qui vont être susceptibles d'être très vite déséquilibrés s'il y a un agent agresseur, qui peut être une gastro, par exemple, tout simplement, ou un traitement antibiotique, des choses, voilà, des événements extérieurs, mais sur le plan mental aussi. Il y aura une susceptibilité à peut-être, c'est ma pratique, hein, je ne fais pas de généralité, mais il ouais, faudra être vigilant parce que on peut noter des déséquilibres assez rapides dans ces cas-là. Mais on peut d'accord. trouver un, un équilibre, oui. On peut améliorer la qualité de vie des gens sans aucun doute. Oui. Bien, merci Céline pour cette intervention très, très enrichissante. Moi, je note simplement que le psychothérapeute a probablement intérêt à travailler en petits groupes pluridisciplinaires, hein, ce serait ma conclusion personnelle, tantôt avec un micronutritionniste par exemple, parce qu'on a vu que l'alimentation et les déséquilibres en termes de neurotransmetteurs notamment, eh bien, pouvaient être à l'origine de certaines pathologies mentales, ou en tous les cas les entretenir, les favoriser, et puis aussi dans certains autres cas d'ailleurs avec un ostéopathe par exemple, puisque Pour les le viscéral. troubles psychologiques induisent aussi Mhm. des troubles sensorimoteurs, musculo-squelettiques, et que là aussi, ces troubles peuvent très bien constituer des entraves qui peuvent faire complètement achoper toute forme de psychothérapie. Donc parfois, chronologiquement, il y aura tout lieu
d'adresser un patient aussi, par exemple, chez un ostéopathe. Moi, Donc, j'aime en tous les cas, je pense que tout plan est... positif, c'est important aussi l'ostéopathe parce Oui, qu'il pratique le viscéral, comme on appelle ça, et du coup, ça peut être aussi intéressant. notamment, Voilà, tout à fait. des prises en charge. Les troubles musculo-squelettiques aussi, pour certains, maintiennent d'ailleurs, contribuent à maintenir des déséquilibres du système nerveux autonome. Mm. Donc, ce que je retiens en tous les cas, c'est que l'avenir est sans doute de la thérapie et de la psychothérapie en particulier, menée vraiment en groupe pluridisciplinaire, et sans doute un peu la clé d'une prise en charge efficace de nos patients. Merci beaucoup, Céline, pour Ben, ton merci. intervention. Merci à toi de Et au m'avoir. plaisir de te retrouver sur un Ouais, autre sujet, peut-être. avec plaisir. Si je peux partager mes connaissances, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup et merci à tous de votre attention. Au revoir. Au revoir.